Hey, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration de comment jouer à Senseiya Deck Builder. Alors, je sais que la qualité de la vidéo n'est pas très bonne, mais je m'arrangerai pour que tout ceci s'arrange en vous montrant les cartes. Alors, voici comment on prépare le plateau de jeu. Nous allons mettre l'essentiel de nos cartes à piocher de ce côté du terrain de jeu. Nous allons ensuite sélectionner l'un des chevaliers de bronze pour pouvoir jouer. Et aussi installer donc l'horloge du zodiaque avec ses 12 flammes pour chacun des personnages des chevaliers d'or. Donc une fois que le plateau de jeu est installé comme ceci, chaque joueur choisira donc son personnage. Je vais donc laisser les personnages ici pour la démonstration et je vais m'emparer de Seyar de Pégase. Alors Seyar de Pégase possède plusieurs cartes à l'intérieur de lui. Il y a le Seyar en armure, l'armure de Pégase et le Seyar normal. Alors, pour composer son deck au départ, pour pouvoir jouer, il va falloir intégrer les 9 Seyars d'origine et l'armure de Pégase. Une fois que les 9 Seyars d'origine et l'armure de Pégase sont intégrés à votre jeu, il vous faudra donc mélanger votre jeu. Une fois l'avoir mélangé, votre jeu est donc prêt à être joué. Les Seyars en armure, quant à eux, seront gardés de côté. Ils pourront être joués plus tard, je vous expliquerai comment. Vous en possédez 5, et c'est le maximum que vous pourrez avoir. Donc, nous allons garder nos Seyars en armure de côté. Nous avons notre jeu et nos Seyars en armure de côté. Maintenant, nous allons disposer le plateau de jeu. Donc, le plateau de jeu se dispose toujours en partant du début jusqu'à la fin. Les cartes se révèlent dans ce sens. Donc, c'est parti, nous allons révéler les cartes. Nous allons révéler un Gigas. Gigas est une carte spécifique. C'est une carte traîtresse. Le texte noir s'applique toujours tant que le personnage arrive ou est sur la river. Donc, je l'ai mis en tout premier juste pour vous expliquer ce personnage. Quand ce personnage arrive, donc le joueur qui place les cartes peut décider à qui il va le donner. Donc, on peut défausser Gigas au moment de jouer pour retirer un des personnages présents sur le terrain et révéler à sa place la première carte. Imaginons que j'avais un personnage ici, donc Kuragu, et si je ne décidais de ne pas le vouloir, je pourrais défausser mon Gigas, le mettre dans ma pile de dépôt, de défausse, que je vais mettre ici, et changer Kuragu pour la première carte qui viendrait ici, et qui n'est autre que Jamian du Corbeau que je mettrai à sa place. Donc, j'avais juste mis Gigas au tout départ, de façon à ce que je puisse l'expliquer, car c'est une des cartes spécifiques du jeu, et qui est un peu compliquée à jouer, parce qu'on ne comprend pas bien comment elle se déroule. Donc voilà, c'est Gigas, si jamais vous ne saviez pas comment le jouer, voilà comment il se joue. Je vais le placer hors du jeu, car pour la démonstration, il ne m'est pas très intéressant. Je vais donc retourner les cartes, de façon à exposer toutes les cartes de jeu qui seront disponibles pour mon tour. Alors c'est parti. Donc on a Kuragu, Jamian du Corbeau, Misty du Lézard, Geki de l'Ours, le Dragon Noir et Aioros, Chevalier d'Or du Sagittaire. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que les textes noirs s'appliquent à chaque fois qu'un personnage arrive en jeu. Donc, par exemple, pour Kuragu, aucun autre chevalier ne peut être acquis tant que Kuragu est présent sur le terrain. C'est-à-dire que tant que Kuragu est ici, sur la ligne, il vous est impossible d'acquérir un autre personnage. Il va vous falloir acquérir Kuragu en premier. Les textes écrits ici, par exemple, en gris, vous pouvez les regarder et il est marqué ici en bleu sur la carte de Jamian, mise en jeu, échanger les positions de 2 cartes présentes sur le terrain. Ce qui veut dire que si je joue Jamian, par exemple, pour tenter d'attraper Geki de l'Ours, au moment où je dis que je joue Jamian pour attraper Geki de l'Ours, je pourrais par exemple déplacer Geki où je voudrais sur
la ligne de jeu et échanger sa place avec un autre personnage. Par exemple, en sachant que toutes les cartes valent leur coût de lancement normal sur les cases principales, et qu'elles valent -1 sur la dernière carte, si je voulais que Geki de l'ours vaille moins cher en l'attaquant avec Jamian, je l'échangerais avec Aiolos du Sagittaire, par exemple, ce qui me permettrait de l'obtenir pour soit 2 bleus, soit 2 rouges, comme son coût de lancement l'indique. Revenons à notre position d'origine. Nous avons donc plein de capacités différentes. On va étudier ici Geki de l'ours aussi. Donc, Geki de l'ours a un texte. Défausser, échanger le héros orange de la défausse d'un joueur avec un héros vert. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous possédiez, on va prendre ici Iki, vous possédez un Iki en armure, vous pourriez le remplacer dans la défausse de l'adversaire par un Iki vert, comme celui-ci, ce qui fait qu'il diminuerait sa puissance. Donc, Geki est utilisé pour diminuer les decks adverses. Les chevaliers d'or, qui sont aussi très importants ici, par exemple. Donc, vous avez des textes noirs sur les chevaliers d'or ou pas. Le texte noir est donc toujours appliqué quand il est sur la ligne principale. Donc ici, par exemple, à l'arrivée, si un autre chevalier d'or est présent sur le terrain, retirez une flamme. Et oui, retirez une flamme, pourquoi? Parce que les flammes, ici, donc, du cadran des maisons, se retirent au fur et à mesure qu'un chevalier d'or quitte le plateau de jeu. Ok, ça devient compliqué pour vous? Très bien. On est parti, on va jouer. Donc, c'est au tour de Seyar de jouer. Notre ami Seyar, ici, va donc jouer. Je vais donc piocher 5 cartes. Comme le deck est très varié au début, je possède donc 5 Seyar. Alors, comment jouer avec des cartes Seyar? En vous montrant la carte Seyar de plus près, vous voyez qu'il a ici comme capacité d'attaque un point rouge et une capacité de défense avec un point vert. Alors, les points rouges peuvent s'additionner pour payer le coût de lancement d'une carte. C'est-à-dire, prenons par exemple ici le dragon noir. Le dragon noir possède un 4 rouge ici en haut. Donc nous pouvons l'acheter en dépensant 4 Seyar. Pourquoi 4 Seyar? Parce qu'il faut obtenir 4 points rouges et que chaque Seyar fournit un point rouge. Et dans le texte noir, il est marqué en bas que si nous avions Shiryu, et que si Shiryu combattait, donc si je mettais un Shiryu en opposition au chevalier noir du dragon, celui-ci me coûterait 2 rouges de moins, donc il ne me coûterait que 2. Donc il est plus pratique à obtenir pour un personnage jouant Shiryu du dragon. Voilà. Maintenant que l'explication est faite, je possède donc mes 5 Seyar. Avec mes 5 Seyar, je vais pouvoir décider d'attraper l'un des personnages présents sur le terrain. Et comme sur le terrain, j'ai Kuragu qui est ici, et je suis obligé de le prendre en premier, je vais donc dépenser 3 Seyar. 1, 2, 3 Seyar. Et en déposant ces 3 Seyar, je peux donc obtenir Kuragu, que je vais rajouter à la main des Seyar. Et tout ceci va partir dans ma défausse. Ma défausse qui est ici deviendra ma future pioche. À la fin de mon tour, quand j'ai pris donc Kuragu ici au début, je peux décider de garder ces 2 Seyar dans ma main, ou tout bêtement de les y enlever et de les mettre aussi dans ma défausse. Ce que je vais faire car c'est très tactique. Maintenant, il me reste donc une pioche que j'avais au départ ici, et ma défausse ici. Mon tour est donc terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la dernière carte du jeu ici. Donc, mon cher ami Aiolos du Sagittaire s'en va. Mais avant qu'il s'en aille, on va quand même profiter d'une superbe carte Chevalier d'Or pour vous expliquer quelque chose. Les points ici, 9 rouges, s'obtiennent bien sûr avec les points rouges sur les cartes, comme on a pu voir avec le Seyar qui pouvait posséder des points rouges. Donc, une fois la carte battue en points rouges, elle va dans votre défausse. Mais si vous aviez assez de points bleus, les points bleus qu'on peut voir ici, comme par exemple sur le chevalier Aiolos, le chevalier d'or d'Aiolos Sagittaire 2 ici ou 1, mais si j'en avais 6 dans les mains, je pourrais obtenir donc Aiolos, je vais vous le montrer ici, c'est compliqué avec les cartes dans les mains, le payer avec un coût de 6. Si j'avais payé Aiolos avec un coût de 6, je ne l'aurais pas mis dans ma défausse présente ici,
Mais je l'aurais remis dans ma main, ce qui m'aurait permis de le jouer tout de suite. C'est la grande différence quand on attrape une carte avec du rouge ou du bleu. Voilà, ça c'était pour l'explication des coups de lancement rouge et bleu. Quand le chevalier d'or, donc Aiolos, s'en va, on voit ici en bas qu'on a une petite flamme bleue. À chaque fois qu'un chevalier d'or s'en va, il entraîne avec lui une flamme bleue. Donc, quand Aiolos s'en va définitivement du jeu et va dans la défausse principale, nous devons donc enlever une flamme bleue. Et pour essayer de vous souvenir de quel chevalier d'or est passé ou pas, l'idéal ce serait d'enlever la flamme du compteur du Sagittaire, qui donc s'en va. Et c'est terminé pour elle. Les flammes donc vont disparaître au fur et à mesure, comme ça, de la sortie des chevaliers d'or. Et quand il n'y aura plus de flammes sur le terrain de jeu, nous arrivons au dernier tour. Et comment décider du dernier tour et quel est le dernier personnage à jouer? Nous avons ici un petit jeton qui nous permet de mettre toutes les cartes détruites ou défaussées dessous, de façon à ne pas les mélanger avec le reste de notre jeu. Et à l'arrière, il possède un petit 1. Ce petit 1 est pour désigner quel est le joueur qui a commencé le tour. Par exemple, si le joueur qui a commencé le tour enlève la dernière flamme, ici, du cadran, il restera aux autres joueurs qui n'ont pas encore joué leur dernier tour, le temps de jouer un tour chacun. Mais, si par exemple le joueur qui était juste avant le possesseur du jeton 1 avait terminé l'horloge du zodiaque, le joueur avec le petit jeton 1 n'aurait plus le droit de jouer son tour, puisqu'il doit jouer le tour suivant. Et donc, la partie se terminerait. Donc nous allons laisser notre petit Seyar avec les cartes détruites par ici. C'est donc maintenant aux cartes elles-mêmes de se déplacer en direction de la fin du jeu. Et c'est donc à nous de nouveau de recombler le vide, donc en allant vers la sortie. Donc nous allons combler le vide avec Sceau de la Claude Céleste et Docrat. C'est donc l'heure de mon deuxième tour. Je vais donc piocher 5 cartes, car il nous faut toujours posséder 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ma main, je possède donc maintenant 4 Seyars et une armure. Les armures peuvent être posées en jeu, n'importe où, n'importe quand. Une armure peut rester en jeu. Il n'y a pas de souci pour ça. L'armure a 2 possibilités de jeu. Vous pouvez la poser en jeu pour attendre de la jouer plus tard, car ça vous sera intéressant plus tard, ou utiliser son 1 bleu depuis la main pour payer une carte et l'acheter avec le bleu, ou la défausser, c'est-à-dire la mettre dans votre défausse, et détruire 2 Seyars identiques de votre main pour ajouter à votre défausse un Seyar de rang immédiatement supérieur. Oh là là, j'ai 3 fois le mot défausse. Est-ce que c'est compliqué? Non, ça n'est pas compliqué. Ça veut dire que si je veux faire un Seyar en armure, il va me falloir sacrifier 2 de mes Seyars. Donc je vais prendre 2 de mes Seyars et les détruire. Ce qui fait que je vais les placer sous mon jeton destruction ici. Une fois placés sous mon jeton destruction, les Seyars ne pourront plus être récupérés, hormis si une carte du terrain de jeu ou une carte que vous possédez vous permettent de le réobtenir. En échange, je vais devoir défausser mon armure, qui va, elle, partir à la benne. Enfin, pas à la benne, dans ma défausse. Et mon Seyar que je viens d'obtenir ira dans ma défausse aussi. Ce qui fait que pour 2 Seyars faibles, j'obtiens un Seyar fort. Ensuite, bien sûr, dans ma main, il me reste 2 Seyars, et je ne veux pas les gaspiller. Alors je vais utiliser mes 2 Seyars pour acheter Sceau de la Claude Céleste, qui ne vaut que 2 rouges. Ici, vous pouvez le voir, il ne vaut que 2 rouges. Donc comme je le paye encore en rouge, je le rajoute à mes Seyars qui se sont battus contre lui, et je les mets donc dans ma défausse. Maintenant, c'est la fin du tour. J'élimine la carte du bout du tableau. Je déplace les cartes jusqu'en fin de tableau. Je remplis le bout du tableau. Donc on a l'arrivée d'Ospartane et l'arrivée de Shura du Capricorne. Une fois après avoir fait ça, je devrais piocher mes cartes. Mais comme je n'ai plus de pioche ici, je vais devoir utiliser donc ma défausse. Donc je remélange ma défausse. Hop là. Je remélange ma défausse. Après avoir remélangé ma défausse, je la remets comme pioche. Et donc, à la fin de mon tour, je repioche mes 5 cartes.
Et me voilà de nouveau en possession de 5 Seyars. Ce qui est très bien. Nous avons ici Spartan, qui a donc aussi une capacité noire, qui met arrivé. Chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. C'est parfait. Nous allons pouvoir faire la démonstration de ce qu'est être blessé. Donc je vais décider de prendre l'un des Seyars de ma main et donc de le mettre en jeu blessé. Donc je vais le mettre ici et rajouter un jeton blessé dessus. Il ne va pas m'être possible de le récupérer à moins de le soigner. Et en échange, comme Spartan me le permet, je vais piocher une autre carte dans ma propre pioche et le rajouter à ma main. Donc, Kugaru. Maintenant, j'ai donc ma main pour jouer ce tour supplémentaire. Alors, ce que je vais faire pour la démonstration, c'est que je vais aller chercher Geki de l'ours ici, qui vaut normalement, vous pouvez le voir ici, 3 rouges ou 3 bleus. Alors, je vais pouvoir dépenser que 2 Seyars pour faire 2 rouges pour l'obtenir. Pourquoi? Car dans cette petite case ici au bout, vous ne le voyez pas très bien ici sur la vidéo, mais il y a 4 petites indications qui marquent que les cartes posées ici coûtent moins un rouge ou moins un bleu pour pouvoir être obtenues. Donc Geki qui vaut 3 ne vaut plus que 2. Donc à partir de là, 2 Seyars suffisent pour obtenir Geki et pour retourner dans ma défausse. Mon tour n'étant point fini, il me reste encore 3 cartes en main. Je possède donc 2 rouges. Ces 2 rouges ne me permettent d'obtenir aucune des cartes ici. Misty vaut 5, Jamian vaut 5, Dokrat vaut 4, Spartan vaut 3, et bien sûr Shura vaut 9. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser un de mes Seyars et sa capacité verte, ici, un cœur, pour pouvoir soigner mon autre Seyar. Mon autre Seyar va donc perdre son marqueur blessure, et partir avec le Seyar que j'ai utilisé dans ma défausse. Les 2 cartes restantes, me fournissant un rouge et un bleu, me sont d'aucune utilité. Je vais donc m'en défausser aussi, et les envoyer dans ma défausse. Ceci signe la fin de mon tour. Donc, tous les chevaliers avancent encore sur les cases. Je repioche mes cartes pour en avoir 5. Ça c'est l'ordre logique, hein. Tout à l'heure, hein, c'était juste pour l'explication. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je repioche mes 5 cartes et me voici donc équipé de ma nouvelle main. Et à partir de maintenant, je complète la ligne, comme d'habitude, et je rajoute donc un signe noir. Nous avons donc refait le tour, et c'est de nouveau à moi de jouer. Donc, mes cartes sont toujours les mêmes que j'ai eu tout à l'heure. J'ai un Seyar upgrade, une armure, 2 Seyars normaux et un chaud. Donc, techniquement, dans la main, j'ai 2 bleus, 4 rouges et une armure. Alors, pour montrer comment ça marche, nous allons jouer notre armure et la mettre simplement en jeu, sans rien y changer. Nous allons ensuite utiliser nos 4 points d'attaque qui sont ici, pour attaquer Misty du Lézard qui vaut 5, mais donc que 4, comme il est sur la dernière case du plateau de jeu. Donc avec mes 4 chevaliers, avec mon chevalier, mes 2 héros et Shaw, je vais récupérer Misty du Lézard, et je vais donc le mettre dans ma défausse. Fin du tour. Tous les chevaliers continuent d'avancer sur la piste de jeu, et nous retournons encore une carte qui est le Dragon Noir. Rebelote, je n'ai plus de cartes en main, je dois remélanger ma défausse, de façon, hop là, de façon à recréer mon deck de base avec lequel je peux jouer. Donc voilà, j'ai mélangé, je le remets dans mon deck de base que je peux jouer, et je retire donc 5 cartes. Un Seyar, un Kuragu, un Seyar, un Misty, un Geki, et me voilà avec mes 5 cartes. Maintenant, je peux donc retourner sur le plateau de jeu et tenter de capturer des personnages. Donc, nous voyons ici que Misty du Lézard est un personnage assez puissant puisqu'il possède 2 rouges. Donc, il peut combler par exemple le fait que Kuragu me fournisse un bleu. Donc, je possède 5 rouges et 2 bleus techniquement là, à l'heure actuelle. Là, j'ai 3 rouges ici. Misty qui m'en fournit 2, ça fait 5. Ou alors 2 bleus ici avec ces 2 personnages. Donc me voilà de retour sur le terrain de jeu. Donc pour jouer par exemple, je pourrais décider que je vais donc prendre un personnage assez intéressant.
je vais attaquer donc un signe noir ou un dragon noir pour obtenir du rouge supplémentaire parce que ça m'intéresse. Donc il me faudrait 4 rouges, un Geki, un Seyar, 2 Seyars et un Misty du Lézard, ce qui fait 5. Ah bah non, ça me fait trop. J'ai pas besoin de dépenser autant de cartes. Ah oui, c'est vrai, je peux dépenser un Misty du Lézard pour 2 et 2 Seyars. Et avec ces 2 Seyars, ça me fait 4, ce qui me suffit amplement pour embarquer le signe noir et le mettre dans ma défausse. Alors, stratégiquement, par exemple, si un de mes adversaires avait fait comme moi tout à l'heure un Seyar upgrade, je pourrais donc défausser Geki de l'ours, donc le mettre directement dans ma défausse sans l'utiliser, pour transformer un de ses chevaliers. Ce que j'aurais fait, il ne me resterait plus que Kuragu qui me produit un bleu, qui me sert à rien. Alors soit je pourrais le garder en main pour tenter d'avoir plus de bleu, ou alors, comme je vais le faire maintenant, m'en défausser. Donc la partie se déroule comme ça en continu, on enlève toujours la carte du fond, et on avance toutes les cartes. On repioche ces 5 cartes, 2, 3, 4, 5, qu'on reprend dans la main, jusqu'au prochain tour, et on sort les cartes ici pour combler le terrain. Par exemple ici Gigas, je viens de le tirer, donc je pourrais décider de le donner à mon adversaire. Gigas donc fait moins 1 point et fait l'effet de tout à l'heure, donc je décide de le donner à mon adversaire. Je ne laisse pas cette case vide car j'ai tiré Gigas, non, les cases doivent toujours être pleines pour le prochain joueur. Donc je remplace la carte de Gigas par un Milo du Scorpion. Maintenant donc la partie pourrait continuer, ainsi de suite, in vitam aeternam. Alors disons que par exemple nous avons joué pendant un moment et que la partie se termine. Et maintenant la partie se termine. Donc si j'avais eu des personnages blessés comme celui-ci ici, à la fin de la partie, mon personnage resterait blessé, je ne pourrais pas le comptabiliser dans les points. Donc il est très important de soigner les personnages avant la fin de la partie. Donc à la fin de la partie vous récupérez ce que vous avez dans votre pioche, ce que vous avez dans votre défausse, et vous comptabilisez les points. Pour comptabiliser les points, sur les cartes, ils sont indiqués en bas à gauche. Donc, ici Seyar ne rapporte pas de points, donc je vais l'enlever. Ici Misty du Lézard rapporte 1 point, donc ça me fait 1 point de victoire. Le signe noir ne me rapporte pas de points. Je le mets de côté. Geki m'en rapporte 2, ça ferait 3 points. Kuragu 1, 4. Le Seyar upgrade 1, 5. Les Seyar verts toujours pas. Shaw de la Claude Céleste, 1 point, 6. Et mes 2 Seyar, 3 Seyar, pas de points, 6. Ce qui fait que si l'horloge avait été vidée complètement et qu'on était à la fin de la partie, et que j'étais le dernier joueur du tour, pas le premier, mais le dernier joueur du tour, la partie se terminerait. Une fois terminée, je compterai mes points, donc les cartes que j'ai ici, et donc mon score de victoire serait de 6 points. Celui qui aura donc le plus haut score sur ces cartes à la fin de la partie remportera donc la manche de Deck Builder. Et la partie se termine. Vous avez donc obtenu ici, dans cette vidéo, toutes les informations pour jouer à Senseiya Deck Builder. Bien sûr, on pourrait prendre le temps d'expliquer chacune des cartes et tenter d'expliquer un peu les builds tactiques de Senseiya, mais ça n'est pas le but pour l'instant. Pour l'instant, le but était vraiment de vous montrer comment on joue à Senseiya Deck Builder, de façon à que vous puissiez y jouer correctement, car j'ai trouvé moi-même que les règles étaient un peu mal expliquées, et il a fallu faire quelques parties pour pouvoir s'en sortir. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et que vous vous ferez plaisir à jouer à Senseiya Deck Builder. Et je vous souhaite tout de bon, et surtout, en jouant à Senseiya, n'oubliez pas, faites-vous plaisir!